Hello, de retour ici pour un podcast où on va s'attaquer à un groupe de Birmingham qui reste quand même la deuxième plus grande ville d'Angleterre, ne l'oublions pas, et il s'agit de Black Sabbath. Quel ovni, parce que là vraiment de mon côté je suis pas vraiment en phase forcément toujours avec la musique qu'ils font, et j'aimerais bien que quelqu'un me donne des cartouches ou des petits tuyaux pour pouvoir appréhender au mieux ce groupe qui est Black Sabbath. Et je me suis dit, là, s'il veut bien faire le déplacement, c'est vraiment le jour ou jamais. Julien Francomano, qui est plus un nouveau, puisque vous l'avez déjà entendu sur sujets comme Frank Zappa ou autre. En tout cas, bienvenue Julien à la maison. Salut, salut. Voilà, donc Black Sabbath naît quoi c'est vraiment un groupe qui naît à la fin des années 60 et qui, dans la veine un peu de Led Zeppelin ou Deep Purple, va populariser ce qu'on peut appeler vulgairement le heavy metal. Sauf que là, de mon côté, moi je trouve que Black Sabbath va plus aller vers le côté metal que heavy. C'est à toi de m'en parler. Dis-nous tout, comment on commence pour parler de Sabbath, comment il se rencontre, d'où naît ce projet. Black Sabbath, en fait, la région de Birmingham, la Black Country, en fait, il y a beaucoup de groupes qui viennent de là-bas. Ouais. La moitié de Led Zeppelin vient de là-bas aussi, bref. Ah bah oui, c'est là où t'es recruté Bonham et Robert Plant. Voilà. Donc il faut quand même savoir que c'est une zone... c'est une très grande ville. C'est une zone, surtout toute la Black Country, où il y a des usines. C'est la métallurgie, tout ça. Ouais. Donc c'est quand même... c'est dur, quoi. C'est des cités, en fait. C'est des cités ouvrières, en fait. Ouais, et puis on est vraiment après-guerre. Voilà, après-guerre, cité ouvrière, le rock'n'roll, les Beatles, tout ça. Voilà, parce que Ozzy, c'est là qu'on a du mal à croire ça quand on écoute la musique de Black Sabbath, mais Ozzy, c'est le fan absolu des Beatles. Il y a une image géniale où il est invité à rencontrer McCartney en backstage et il est au bord des larmes, ce petit père d'Ozzy. Donc c'est Ozzy, vraiment grand fan de Black Sabbath. Et surtout de Black Sabbath, tu as raison. Donc du coup, c'est comme ça qu'il rencontre la musique, quoi, avec les groupes anglais, avec la British Invasion et le Swinging London. Voilà, enfants, adolescents, ils ont pas le même âge. Je pense qu'ils sont nés en 45, entre 45 et 48. D'accord. D'après ma mémoire, qui me joue des tours. Ouais, bon, enfin, c'est à peu près cette génération. Voilà, c'est la génération d'après, on va dire, la seconde vague. Ouais, c'est ça, ouais. Après les Beatles, les Stones. Ouais, t'as raison. Donc, en fait, c'est des pauvres gamins, des pauvres adolescents qui sont pauvres, leurs parents sont pauvres, c'est des ouvriers, c'est des fils d'ouvriers. Donc ils travaillent tous un peu à l'usine, s'ils ont un peu de chance, ou il y en a qui travaillent pas. Ozzy Osbourne notamment, il fait rien. C'est étonnant. C'est un peu quand même des, on va dire, c'est des dégénérés un peu. Ozzy Osbourne est un peu un dégénéré. Moi, je suis grand fan, donc ne montez pas sur vos chevaux, les fans. C'est pour ça qu'on t'invite, parce historique. Il a fallu que j'en trouve un fan de Sabbath. C'est quand même un peu les 4 membres sont quand même un peu en dépression en permanence, quoi. Bon bref, mais personne ne met des mots à cette époque sur ce genre de comportement. Bref. Ouais. Donc c'est soit ils ont quand même une passion pour le blues. Ouais. Et les Beatles et le blues. Donc notamment Tony Iommi. Tommy Iommi, qui avant de faire Black Sabbath a fait des bouts d'essai à droite à gauche, notamment on le voit au sein de Jethro Tull dans le Rock'n'Roll Circus. Oui. Et ce personnage est intéressant parce qu'il a 2 phalanges en moins, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident de métallurgie, justement? Voilà, donc c'est un accident donc il travaillait dans une usine à couper des planches, des bouts de tôle, quoi. Ouais. Du métal, la métallurgie, bref. Et donc il s'est coupé 2 ou 3, je ne sais plus. Ouais. Bref. Vous pouvez vérifier ça sur internet. Ouais, démerdez-vous. Et donc lui, il jouait de la guitare. Lui, il est rentré chez lui, il jouait de la guitare. C'était le but de sa vie, c'était jouer de la guitare, quoi. C'était pas forcément de travailler à l'usine. Le drame. Et là, le gros drame. Donc il a pendant, je pense, 8 mois, 9 mois, il arrête tout. Donc là, c'est la grosse dépression. Et du coup, il y a un cousin ou un pote à lui qui lui donne une cassette de Django Reinhardt. Django Reinhardt avait un problème de doigt également. Ouais. Il lui en manquait plus que Tony Iommi. Je sais plus, ça vous vérifierez aussi. Et donc du coup et son pote lui dit, ou son cousin lui dit, mais j'aime bien pote ou cousin. Mais arrête un peu ta dépression, en gros, tu nous fais chier. Regarde lui, ce qu'il joue, il lui manque encore un doigt de plus que toi, en gros. Ouais, je crois que c'est 2 Tony Iommi, mais bon.
Et regarde ce qu'il fait. Et donc c'est quand même Django Reinhardt, un des plus grands guitaristes qui a existé. Et là, Tony Iommi dit ah putain, mais si lui arrive à faire ça, bon bah, je vais peut-être m'y remettre et tout. Donc au départ, il reprend sa guitare et donc il en chie, quoi. C'est horrible. Il souffre. Et du coup, en fait, c'est lui qui va inventer le système qui lui a permis qui lui a sauvé la vie, sa vie musicale, en fait, sa carrière. C'est qui a été validé après, excusez-moi, par la médecine. C'est des greffes de doigts. C'est lui qui commençait à fabriquer ça en fait, avec tout des seul bouts de cuir et tout. Ouais. Putain. Et donc il fait le cobaye de sa propre vie en fait. Alors, après il modifie sa guitare, il met des cordes hyper fines pour pouvoir bender. Donc bender pour les gens qui ne sont pas musiciens, c'est triturer la corde vers le haut. Est-ce que tu bendes? Voilà. Très bonne blague. Bon, bref. Et donc voilà, donc il persiste, il s'accroche et il continue et il n'arrête pas la musique, il reprend. Et du coup, il passe une annonce avec son pote Geezer. Ouais. On cherche un chanteur quoi. Et là, le seul gars qui répond, c'est Ozzy. Est-ce que c'est pas le drame de Black Sabbath? Non, je plaisante. Non, grand chanteur. Et donc, pour la petite histoire, tous ces gars-là, en fait, on va les citer. Bill Ward, grand batteur. Et mon sosie. Le sosie d'Antoine Mérigeau, si vous ne l'avez jamais vu, cherchez les photos d'Antoine Mérigeau. Non, bref. Ozzy Osbourne, Bill Ward, Geezer Butler et Tony Iommi. Donc, et le seul gars qui se présente à l'audition pour recruter un chanteur, c'est Ozzy Osbourne. Et Ozzy Osbourne, comme je vous ai dit précédemment, c'est le mec dégénéré de la région, quoi, du bled. Quoi. Ouais, mais il fait rien, quoi. Et surtout, il fait rien, voilà, il n'y a même pas de godasse apparemment, il a un robinet autour du cou. C'est un clochard, quoi. C'est un dégénéré, je vous dis, c'est vraiment un dégénéré. C'est le Rolling Stone de Like a Rolling Stone. Certainement. Et ils se disent, ah, mais on le connaît, lui, c'était le petit gars qu'on tabassait à l'école. Genre, au collège, on était ensemble, et ils avaient 2-3 ans d'écart. Ouais. Donc c'était genre les 3e qui tabassent un peu le 6e. Quoi. Ouais. Parce qu'apparemment c'était des bagarreurs, quoi, ouais. Les gars. Bon. Ils disent, oh non, pas lui et tout, il est complètement dégénéré et tout. Puis bon, au final, ils discutent un peu, le blues et tout, les Beatles, tout. Bon, bah ok. Donc là, ils décident de faire leur groupe, quoi. Voilà. Et au départ, ils sont 6. Il y a un guitariste en plus et il y a un saxophoniste. Et c'est vraiment un groupe de blues. Donc ils ont un nom, je sais plus le premier nom, Turkey quelque chose, un très très long nom, un peu ridicule. Ouais, on va retrouver ça, c'est Pocket Blues Company, un truc comme ça. C'est ça, c'est ma mémoire est bonne. Blues Company, wow, ouais. C'est assez atroce. Ouais, c'est ça. Après ils se reconvertissent en Earth. Ouais, tout à fait. Et puis après, comme ça zone un peu, ils virent les 2 membres qui ne servent à qui ne servait à rien. C'est là d'ailleurs à cette époque qu'il tente sa chance avec Jethro Tull. Voilà, donc à la période Earth, il y a quelques démos de Earth. Voilà, c'est effectivement Tony Iommi a un peu sa zone et tout, il en a un peu marre de la situation. Et là, il se fait engager par Jethro Tull et effectivement, il apparaît dans le célèbre Rock'n'Roll Circus. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, donc le Rock'n'Roll Circus est enregistré en début décembre 68. Et finalement, donc ce brave guitariste sans doigt revient au sein de Black Sabbath dès janvier 69. Et il faut rappeler quand même qu'en janvier 69, il y a la bombe Led Zeppelin 1 qui vient de sortir. Et du coup, ça va changer un peu la face du rock et ça va définir un peu les codes de cette espèce de blues heavy metal qui va suivre. Donc combien de temps se passe après? Ça marche vite pour eux ou comment ça se passe? Parce qu'il revient en janvier 69. Je pense qu'ils écoutent tous Led Zeppelin, qui sont un peu traumatisés par ça. Et du coup, ils vont très vite enregistrer le premier album qui s'appelle Black Sabbath, non? Si ma mémoire est bonne. Oui, exactement. Mais ça n'a quand même rien à voir avec Led Zeppelin. Hein, donc c'est, d'accord, alors à mes yeux, c'est quand même une planète qui n'a rien à voir. Alors vas-y, alors explique-nous. Le premier Led Zeppelin, c'est quand même vraiment axé sur le blues. Hein. Ah ben c'est reprise de blues. Plagiat de blues et tout. Même des reprises, hein, pas du plagiat. Hein. Oui. Tu dis plagiat, mais il y a genre... merde, ça m'échappe évidemment. Des reprises, mais signées par eux. Ouais, pas que. Il y a, il y a un bon tiers d'album qui est... Après, ils ont fait des modifications sur les crédits. Dans le futur. I Can Quit You Baby, c'est bien signé comme ça se doit. Mais enfin, bon, bref. Bon, bref, c'est un autre débat. Nous aurons un autre jour. Donc, si on ouvre le premier album de Black Sabbath, avec le morceau qui s'appelle Black Sabbath, on est quand même très très loin
de Led Zeppelin. Alors comment tu peux décrire ça justement du coup alors? Donc en fait ils étaient là, si on retourne un peu en arrière, ils avaient leur groupe Earth avec un premier manager, Escro, ils faisaient du blues, bon c'était pas vraiment ouf, ils cherchaient un truc avec un peu plus d'impact. Ouais. Et en fait un jour ils passent devant un cinéma, et là il y a un film qui s'appelle Black Sabbath avec Boris Karloff, et là ils se disent mais pourquoi on ferait pas de la musique qui fait peur en fait, et qui parlerait un peu des démons et tout, de Lucifer et tout. Donc tout vient de là en fait, c'est un espèce d'argument marketing. Satanisme, le manager les pousse un peu. Ouais. Ils sont signés chez qui? Chez Warner, hein, je crois Vertigo en Angleterre, et c'est Warner qui récupère. Ça sort chez Vertigo, voilà. Ouais. Et tout un mélange avec la musique classique quand même, musique de Gustav Holst, notamment les planètes. Donc cette espèce le premier morceau où on utilise le triton, donc le triton je fais vite, je passe là-dessus. C'est quand même l'intervalle en musique qui a été interdit au Moyen-Âge, c'est soi-disant l'intervalle du diable. D'accord. En fait, c'est le même genre de conneries qu'on entendait sur Robert Johnson. Voilà. Il y a quand même une recherche, on va dire, intellectuelle derrière tout ce procédé de fonder Black Sabbath. Ouais. C'est-à-dire de musique qui va faire peur pour intéresser les gens. Donc un look qui fait peur aussi. Enfin, ils sont habillés en noir avec des croix. C'est les premiers gothiques finalement quelque part. Quelque part, oui. Et surtout cette espèce d'intervalle qu'on entend dans le premier morceau. Et du coup, ça fout les jetons direct. Et après, en post-production, ils ont rajouté l'orage et les cloches de l'église. Ouais. Et là, on est très très loin de Led Zeppelin, on est très très loin de Deep Purple à la même époque. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une musique qui est assez sombre, qui est carrément doom. Pour la petite histoire, donc l'album, je me posais la question, donc il revient en janvier 69, et il est enregistré au Regent Sound quand même. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Londres devant le Regent Sound Studio, mais c'est l'équivalent de votre appartement, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de largeur, c'est tout petit. C'est là où les Stones avaient enregistré leur Common, enfin, leur premier morceau à Londres, c'est sur Denmark Street, la fameuse rue où il y a tous les magasins de guitare et tout, et c'est vraiment une toute petite immeuble. Et ils enregistrent ça donc à la fin à l'hiver 69, en novembre. Et apparemment, ça aurait été enregistré allez, ils ont mis 2 jours à enregistrer et 1 jour à le mixer, non? C'est ça? Non, ils ont mis 10 heures à l'enregistrer. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et mixage compris, apparemment. Ouais, c'est ça. Ça, après, on ne sait pas si c'est des légendes ou pas. Et c'est quand même avec un super son qui est quand même innovant pour l'époque. Et puis les morceaux sont assez fantastiques. Ouais. Avec des paroles. Qu'est-ce que tu peux citer? Bon, Black Sabbath, on en a parlé, la chanson éponyme. Black Sabbath, et notamment, ils font The Wizard, NIB, tout l'album, et vous tapez dedans, c'est très très bien. Et il y a surtout une reprise d'un morceau d'un de mes batteurs favoris, son groupe, c'était Ensled Dunbar, Retaliation. Ah ouais. Pardonnez-moi, je n'ai pas utilisé l'accent. Retaliation. C'est Benjamin qui va te reprendre. Voilà, reprenez-moi. Et donc il faut une super reprise de ce morceau, The Warning. Et déjà, ça veut dire que les mecs cherchaient un peu, parce que c'était pas le truc le plus connu du monde, quoi. Donc ça veut dire que les mecs étaient intéressés par tout, parce que Ensled Dunbar dans les années 60, c'est un peu le British blues, voilà, c'est une référence absolue, blues anglais, voilà, la batterie, c'est une référence tout court. Mais ils en font une version de plus une dizaine de minutes, quoi. Enfin, c'est. Voilà, ils poussent le bouchon avec 2 improvisations de guitare. Une qui a été coupée notamment au montage et tout. Mais Tommy Yomi, là, du coup, développe un jeu qui n'aurait pas été le même avec les 10 doigts. Enfin, peut-être. Ça donne peut-être un son particulier à sa guitare, non? Ça donne des bends assez intéressants, et ça donne un peu des accros quelquefois, un peu un côté sale quand même. Qui fait peur. Le guitariste sans doigts, quoi. Moi, déjà, ça me met dedans. Hein. Bon titre de film. Ouais. Mais du coup, il s'apparente, il s'accapare, excusez-moi, ce morceau qui est quand même, qui est un très bon morceau. D'accord. Donc là, la carrière de Black Sabbath est lancée. Et donc ça cartonne. Alors, parce qu'il y a un single qui sort au début de l'année 70, ce sera finalement Evil Woman, dont on n'a pas parlé. Voilà, c'est pas. Mais d'ailleurs, je suis pas sûr que je sais pas en termes de vente exactement. Dans mon souvenir, c'est un peu anecdotique. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Hein, mais en Angleterre, c'est dans les 10 premières places, donc c'est quand même un succès d'estime. Ça permet d'exister. Ils commencent à tourner un peu partout. Le manager les envoie partout. Ouais. les escrocs au passage. C'est-à-dire, quand tu dis qu'ils vont un peu partout, c'est qu'ils passent déjà par l'Europe, quoi, par exemple. Ils vont en Allemagne et tout ça dans les circuits classiques des groupes de rock. Oui. Dès 70, là, ils vont en Allemagne, ils jouent à Paris. Ils jouent à l'Olympia? Non, ils jouent pas à l'Olympia, ils jouent place de Clichy, là. À la Loco? Non, au Gaumont, là.
Ah oui, l'ancienne salle. L'ancienne salle, ouais. Ouais, d'accord. Concert, donc on trouve ça sur internet. Ah bah cherchez sur YouTube le Gaumont 70 du coup. Ça. Voilà, Paris 70. Bah alors très vite, ce qui va se passer et ce qui va vraiment, je pense, faire exploser entre guillemets Black Sabbath, qui contrairement à Led Zepp sera encensé par Rolling Stone Magazine. Voilà. C'est le deuxième album qui s'appelle, il me semble, Paranoid. Paranoid, et voilà. Qui contient évidemment ce morceau que tout le monde connaît. Et qui va devenir un peu... parce que les gens ont tendance à penser que Black Sabbath, c'est un espèce de one-hit wonders, mais alors que ça va plus loin que ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? Un one-hit wonder, c'est-à-dire un morceau qui a un groupe qui a un tube. D'accord. Mais Paranoid est un tube absolu et continuera à hanter les playlists des radios US et puis encore aujourd'hui des gens qui se revendiquent un peu de cette culture 60s, 70s, quoi. Voilà, donc l'histoire de Paranoid, en fait l'album devait s'appeler War Pigs, donc c'est pour ça que sur la pochette on voit une espèce de soldat en collant rose. D'ailleurs War Pigs c'est le premier morceau de Paranoid, non? Voilà, c'est le premier morceau, qui est un morceau, c'est quand même, on va dire, sur la guerre du Vietnam quand même, ça parle de la guerre du Vietnam, donc bref. C'est cochon de guerre, hein. Et voilà, exactement. Et en fait, il leur manque un morceau, et donc ils font ce morceau, Paranoid, vraiment sans trop y croire. C'est souvent le cas des c'est grands hits. C'est le morceau le plus court de l'album, c'est le format peut-être pour ça que ça marche, single, quoi. Et du coup, ils trouvent ce riff, Tony Iommi trouve ce riff, et voilà, ça se fait vraiment très très vite. Et du coup, il change de dimension, quoi. Voilà, mais surtout, il change le nom de l'album pour l'appeler Paranoid. Carrément, ouais. Et là c'est le succès. En tout cas, c'est le succès. En tout cas, c'est surtout en Angleterre que ça devient numéro 1, quoi. C'est ce qui est incroyable pour ce genre de musique. Aux États-Unis, c'est encore un peu classé. C'est quand même, ça fait une bonne apparition aux États-Unis, mais en Angleterre, c'est numéro 1 l'album. Voilà. L'album est numéro 1 et il s'appuie sur quoi? Alors sur les mêmes ficelles que le premier. On fait peur. Parce que là, je crois qu'il n'y a que des compos, là. Oui. Donc, qui compose? C'est paroles et musique, c'est tout le groupe? Comment c'est signé? C'est tout le groupe. Le groupe a tout signé, toujours à 4. Ça va? Ce qui posera des problèmes par la suite, on y reviendra peut-être de droit, etc. Non, pas plus que ça. C'est un des rares groupes qui a pas eu. Bon, c'est pour ça qu'ils se sont séparés aussi. Ils ont changé de personnel beaucoup. Ouais, mais ils signent tous leurs morceaux à 4, ce que je trouve personnellement assez honorable. Et donc sur cet album, donc à part Paranoid qu'on connaît tous par cœur, qu'est-ce que tu me conseilles? War Pigs War Pigs qui était un grand morceau, donc Paranoid. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur War Pigs qui s'étale quand même sur près de 7 déjà, minutes c'est une musique qui est assez lente. Même si on revient en arrière sur le premier morceau Black Sabbath, c'est un morceau qui est assez lent, qui est lourd. Il y a des longues notes, il y a des longues notes, pardonnez-moi. Ouais. C'est une espèce c'est un peu de péplum en fait. Quoi. Ouais, d'accord. C'est lourd, c'est pesant, c'est sombre. Et c'est ça qui toi, par exemple, c'est ça qui te plaît, toi, par exemple, quand tu écoutes Black Sabbath, parce que moi, je peux pas vraiment le dire, puisque ça me plaît pas plus que ça. Donc, c'est vraiment à toi de prendre le truc. Ça fait partie d'un des éléments qui te fascine dans Black Sabbath. C'est la longueur, la lenteur des morceaux. Ils prennent le temps de mettre en place des choses, de laisser traîner des notes, enfin, je sais pas. Voilà. Ouais. Et surtout, on rentre dans un terme technique, ils sont détunés, ils jouent une guitare est accordée la première note de la guitare c'est un mi et eux déjà ils commencent à être en mi bémol. Ils inventent le métal. C'est les premiers qui se détunent en fait. Ouais, et puis c'est ce qui va devenir le marque de fabrique des groupes de métal qui seront plus dans les années 80 et tout, de métal pur, genre Metallica, etc., qui accordent leur guitare différemment avec des notes graves. Finisi, oui, comme ça, en fait. Finisi, il y a quand même de l'écriture. Moi, je ne retrouve pas forcément. J'espère qu'on en parlera un jour avec toi, d'ailleurs, le grand fan de Finisi, Franco Mano. Mais il y a par exemple Red Salad, est une chanson courte qui est la phase B de Paranoid. Oui, mais bon, ça c'est pas vraiment anecdotique. C'est un peu anecdotique. Iron Man, le morceau Iron Man, qui est un. Donc tu penses que le succès. C'est un autre tube, à mes yeux. Et Hand of Doom. Voilà. Ouais. Et tu crois que c'est ces morceaux-là qui font... Évidemment, Fairies Wear Boots, sur les fées. Ouais. Mais tu crois que c'est ces morceaux longs et lents qui font le succès, l'originalité du groupe? Oui, au niveau de l'originalité, à cette époque, personne n'a fait cette musique-là. Ouais, et Led Zeppelin ne fait pas du tout la même musique. Et non, bien que Led Zeppelin va vite être attiré par le satanisme, etc. Après, notamment sous la houlette de Page. Alors ça, j'ouvre une parethèse. On va dire que tous les gens qui font ce qu'on appelle du hard rock, donc c'est-à-dire Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, c'est un peu les trois grands, on va dire, sont attirés par Aleister Crowley. Bien sûr.
À la limite, on en a parlé, au podcast sur Led Zepp, ceux qui s'en intéressent le moins, c'est Black Sabbath en fait. Eux, c'est plus, eux, c'est des, je vous dis, c'est des gens métallurgistes quoi. Ils n'étaient pas du tout destinés à, eux, ils sont contents, ils font des concerts devant du monde, ils sont contents en fait. Je pense que Jimmy Page a beaucoup plus une approche intellectuelle d'Aleister Crowley que Ozzy Osbourne. Mais d'ailleurs, je pense aussi que c'est la maison de disques qui avait un peu de mal par rapport à cet album, qui a préféré l'appeler Paranoid que War Pigs à cause du sujet de la guerre du Vietnam. On revient un peu à ce qu'on disait dans un épisode précédent sur Zappa, où l'Amérique ne voulait pas que ses représentants, finalement, quelque part, critiquent le gouvernement indirectement. Donc, donc finalement, c'est un groupe beaucoup plus politique que ce qu'on peut croire. C'est une posture sociale et politico-sociale, quoi. Donc pour avancer un peu, parce que tout s'enchaîne assez vite, et en fait en 71 Master of Reality sort, et là c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est un peu la même musique, ou est-ce que c'est un groupe qui trouve la formule et le succès avec l'album Paranoid, et du coup après qu'ils vont continuer à garder le truc quoi, et à continuer à faire des albums basés sur les mêmes bases. Ils exploitent, ils creusent, on va dire leur filon personnel, mais sans aucune pensée mercantile, on va dire. Ouais. Vraiment, ils font l'album d'après, voilà, ils répètent, ils cherchent, ils s'enferment en studio comme un groupe. Voilà, comme un groupe qui n'a plus rien à dire, quoi. C'est pas des Bowie, des Dylan, on est d'accord. Hein. Non, mais je suis vraiment pas du tout d'accord avec cet argument. C'est pas un argument, je dis la même chose des Stones que j'adore, qui à partir du moment ils trouvent la formule. Normalement, le business fait qu'on tourne, un groupe doit tourner, un groupe prépare le prochain album, donc pour prétexte s'enferme dans un local et commence à jouer, des riffs, des mélodies, machin, et puis voilà. Alors et sur scène, ça se fait assez vite. Sur scène, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ça devient un grand groupe de scène ou ça devient un grand groupe de scène, oui. Voilà, il y a des témoignages de ça qui existent sur disque de cette époque, vraiment 69, 70, 71. Oui, il y a un live officiel qui sort bien après. Ouais. En 75, enfin officiel, qui est pas vraiment officiel, qui le devient en 75. Comme beaucoup d'officiels qui finalement devant les. Voilà, 71 et 73. Après, il y a plein de pirates. Il y a Montreux 70, Bruxelles 70, Paris 70, on en a déjà parlé. Il n'y a pas des extraits même d'un Olympia aussi qui existe, c'est plus tard ça? Il n'y a pas d'Olympia vraiment en 70. Il me semble qu'il y avait une vidéo de... Non, c'est pas l'Olympia. D'accord, bon j'ai dit une bêtise. Donc en gros, en fait, tu n'as pas grand chose à ajouter par rapport à un apport, par rapport à Master of Reality. Non, j'avais vu Master of Puppets, c'est un morceau de Metallica. Il y a des très bons morceaux, on creuse encore, hein, on creuse l'élément perturbateur par rapport à toute la musique qui se passe en parallèle en fait quoi. Et qu'est-ce que tu retiens par exemple de cet album comme morceau? Sweet Leaf qui est un morceau qui commence avec une bouffée de pétards enregistrés en réel, parce que c'est quand même des gens qui fument énormément d'herbe, ce qui n'est pas très novateur hein, et après ils vont tomber dans la came vraiment sévère, comme de manière complètement grotesque. Ah ouais, non mais quand tu dis dans la came, c'est-à-dire que ça devient des héroïnomanes ou ils prennent énormément de coke, notamment sur un album ils remercient la Coca-Cola, la Coke Company, avec un jeu de mots pour Coca-Cola, bref. Mais Master of Reality, vous pouvez remettre la page précédente, merci. Bah non. Voilà, Sweet Leaf, Children of the Grave, voilà. En fait, ils alimentent. Au début, ils ont 10 morceaux, après ils en ont 20, après ils en ont 30, 40, et après les setlists changent au fur et à mesure. Donc ils intègrent un peu leur Ils intègrent, voilà, et on creuse ce sillon de cette musique. Voilà, lourde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes de succès, moi, ça c'est un truc qui est évident, c'est qu'à partir en 73, ça devient le groupe de heavy metal à la fois discographiquement et scéniquement le plus important du monde. Hein. Ils vendent beaucoup d'albums en fait. Et ils sont quand même chez Warner aux États-Unis hein, quand même. Ils vendent énormément, donc ils commencent à tourner aux États-Unis, ça leur change leur vie, tout ça. Donc ils découvrent. Comment on dit, l'American Way of Life, quoi, on va dire. Disons que les tournées. Mais c'est pas ridicule, on en a parlé dans plein de podcasts, donc je vais pas m'étendre là-dessus. En gros, pour des petits gars qui viennent de Birmingham, qui étaient destinés à vraiment à rien dans la vie, c'est pas des gens qui viennent, on va dire, si on fait c'est pas des gens c'est pas comme Genesis qui viennent des milieux un peu bourgeois, champêtres, des écoles d'art, tout ça. C'est pas non plus Yes, c'est pas non plus c'est pas non plus Led Zepp qui était aussi, il y en avait deux de Birmingham qui étaient, c'était pas vraiment des cutéreuses, on va dire John Bonham et
Et Robert Plant, ils étaient déjà actifs dans la scène blues, rhythm and blues, ils tournaient déjà. Black Sabbath, c'est vraiment, mais... Ça leur est tombé dessus un peu. C'est les fils d'ouvriers qui ont appris à jouer tout seuls et qui ont réussi à faire un truc. Donc, vous les imaginez-les débarquer à Los Angeles en rêve, 71, 72, mais genre... C'est n'importe quoi. Et alors en fait tu parlais de drogue et je pense qu'une des drogues qui a notamment pas mal influencé Black Sabbath c'est le LSD là où il y a une légende qui dit que pendant 10 jours de suite ils ont pris un LSD par jour etc. Et enfin du coup leur discographie va s'en sortir un peu non mais ça c'est un truc que j'ai lu dans un excellent livre dont l'auteur m'échappe, mais en tout cas ça continue quand même à marcher. L'album Sabotage qui sort en 75 continue à marcher malgré quand même un peu peut-être une faiblesse dans les compositions. Est-ce que je peux dire ça? Je suis vraiment pas d'accord. Vas-y, défends-nous un peu Sabotage. Il y a quand même des choses intéressantes dessus, c'est vrai, mais on commence... All in the Sky, Symptom of the Universe, vraiment Mégalomania, enfin super. C'est des morceaux de plus en plus longs, on voit que le LSD est passé par là, excuse-moi, ça s'entend... Ça s'entend complètement. Mais c'est pas... Non, mais moi j'ai aucune... Toi qui n'es pas un consommateur de... J'ai aucune info sur, soi-disant, le LSD, mais j'ai beaucoup d'infos sur la coke et l'héros qui va arriver au bout d'un moment. Tout ça se mélange. Mais du coup, en fait, la musique se développe et ils font des trucs un peu de plus en plus longs. Et un peu, c'est du prog. Il y a quand même une part de prog là-dedans. Mais on reste toujours axé sur du lourd, quoi. Tu parlais de Genesis, qui est un groupe phare du rock progressif de cette époque-là, mais c'est pas vraiment la même musique. Enfin, je veux dire, comme tu dis, la musique de Genesis reste plus intellectuelle que celle de Black Sabbath, et ce n'est pas un jugement de valeur. Je veux dire, tous les textes, les espèces de poèmes que met en musique Peter Gabriel, etc., on est loin de... excuse-moi, de Sabotage, par exemple. Et je pense que quand même le LSD... c'est un point de vue, mais... passons. Parce que passons sur Sabotage, mais après, vraiment, là, ça commence un peu à être le déclin du groupe, et il y a un album d'ailleurs qui va confirmer ce que je disais, qui s'appelle tout simplement Technical Ecstasy en 76, et là c'est le premier échec commercial, en tout cas du groupe. Alors là, du coup, alors vas-y, peut-être que c'est le moment que Franco Mano nous revende ce disque. À ce moment-là, on va dire que il y a des groupes comme Foreigner qui ont éclos, et en fait Tony Iommi est fasciné par Foreigner. Donc du coup, en fait, techniquement, il réaccorde sa guitare en standard. Du coup, en fait, tout part de là. Et du coup, les gens peut-être se perdent. Les gens ne comprennent plus Black Sabbath en fait à ce moment-là. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être en fait que du coup les gens s'attendaient à un énième album métal avec alors que là, ça part vraiment un peu plus peut-être vers le rock, un peu, on pourrait dire Stadium. Edgar Winter, tous les nouveaux rock qui sont sortis à cette époque-là, tous les nouveaux groupes. Edgar Winter, comment il s'appelle son camarade? Son frère, c'est Johnny. Non, vraiment Edgar Winter et Rick Derringer. D'accord. Ils partent vraiment plus sur des choses comme ça, plus boogie. D'ailleurs, les morceaux sont un peu plus courts, etc. Et ça devient plus mélodique finalement. Ça devient plus FM, et à mes yeux, ce sont des très très grands albums avec des très très bonnes chansons. Ça serait un de tes qui préférés, aurait pu sortir. C'est pas forcément mon préféré. Mon préféré, c'est le dernier avec Ozzy Osbourne. Oh là là, c'est en beau 78. Et mais sur ce disque, Backstreet Boy, It's Alright, chanté par Bill Ward, est une magnifique balade, une espèce de balade avec de la guitare acoustique, on dirait les Who, quoi. Franchement, c'est vachement bien. Si c'est les Who de Rock'n'Roll Doctor est un grand morceau. Pour moi, c'est ça, un on le mettra dans la playlist. Parce on fera une playlist, vous inquiétez pas. Donc, pour moi, là, on se rapproche vers ton album préféré, vers le FM, quoi, en fait. Et du coup, un des derniers albums produits avec. Never Say Die. C'est Never Say Die. Qui est un grand album aussi également. Mais pourquoi tu trouves ça bien? Non, mais parce que tu es là vraiment pour la réalisabilité, parce que les gens, je pense, qui nous écoutent, je sais pas. Les fans de Black Sabbath détestent les derniers albums avec Ozzy, mais à mes yeux, il y a des grands morceaux. Never Say Die, c'est une grande chanson. Parce qu'après, Ozzy, 3 minutes 49, ça aurait pu faire des purs singles, ça aurait pu se vendre énormément. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'après cet album, Ozzy ne participera à aucun enregistrement studio avec le groupe pendant quasiment 35 ans. Voilà, donc 35 en fait, ans. Jusqu'en 2013 en fait. En fait, à peu près un an avant, ils ont viré Ozzy
Parce que Ozzy est complètement... avant, c'est-à-dire... avant l'enregistrement de Never Say Die. Ah d'accord, alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les... Ils ont fait des essais avec un autre gars, on trouve tout ça sur internet. Et du coup, comme Ozzy est complètement perdu dans la drogue, ils sont tous perdus dans la drogue, mais Ozzy plus que les autres. Et puis il veut plus... Non, pas... c'est une jeu blague. Plutôt la coke. Du coup, il est complètement perdu, il veut plus travailler, il est complètement... il n'arrive plus vraiment à chanter correctement et tout. Et du coup, les autres veulent le virer en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est un peu comporté aussi comme un trou du cul avec les autres ou pas? Toi qui as lu un peu des bios là-dessus, c'est pour ça Non, jusqu'à présent ils étaient hyper soudés. Ouais, mais là, vraiment, tous les ils veulent quand même le virer alors que Ozzy c'est quand même... Parce qu'il arrive plus à... Le chanteur lead. Il arrive plus à rien faire quoi. C'est un peu à l'image d'un Brian Jones 10 ans avant, quoi. Il prend plus aux sessions. Éventuellement, on peut faire un parallèle. Donc du coup, sur une autre période de Black Sabbath, si tu me permets d'avancer un petit peu, c'est la période que je vais appeler vulgairement parce que j'y connais rien, la période duo, quoi, qui arrive donc ensuite, en 79, en 82. Voilà, 80 plutôt, 79-80. Donc voilà, donc il décide là vraiment de licencier Ozzy Osbourne, et donc il y a une espèce de petite période de latence, et donc là il arrive dans le groupe Ronnie James Dio, un échappé du groupe Rainbow, qui était le groupe de Ritchie Blackmore de Deep Purple, et donc voilà, et là ça relance leur carrière. Alors, là ils changent vraiment de style, ils changent carrément de musique. Là on peut dire que c'est vraiment la création du métal, ce qui va donner le métal, la British Invasion, New Metal, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais de tous les groupes de Judas Priest, tout ça quoi. La nouvelle British Invasion Metal quoi. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. Non, mais là, parce que je n'ai jamais réussi à le dire. Ouais, et puis en plus, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus parce que moi la British Invasion. Machin. Ouais. Et donc là on passe vraiment à une autre musique, mais quelque part qui se vend énormément encore. Et toi ça continue de t'intéresser parce qu'on parle aussi de moi, logo. Je trouve que c'est très très bien. Ronnie James Dio est un grand chanteur. Il amène beaucoup de choses à Black Sabbath. Il reparle un peu du côté sorcière, qu'ils n'ont jamais vraiment laissé tomber. Tout ça. Il avait un peu laissé tomber et là lui il remet vraiment une grosse couche là-dessus quoi. Et du coup, on va finir un peu sur la carrière qui est un peu après, comme tous les... Référez-vous à un podcast qui n'est pas encore publié, peut-être qu'il le sera au moment où je publierai celui-là, mais sur l'état des baby boomers dans les années 80, post-attentat après l'attentat de John Lennon, après l'assassinat de John Lennon, tout le monde est un peu au plus mal. Et bon, moi j'ai cette image, peut-être que si tu veux redire des choses sur la période d'avant, tu le diras, mais il y a quand même Ozzy Osbourne Black Sabbath qui se reforme pour le Live Aid, quoi. Oui, voilà. Donc ça c'est assez savoureux. Entre temps, Ozzy Osbourne est très très mal parce qu'il s'est fait licencier de son propre groupe. Il comprend pas grand chose. Quoi. Donc pendant 2-3 mois il zone. Il faut quand même savoir que la femme d'Ozzy Osbourne, Sharon, je crois, je sais Voltaire. Très très drôle. Et c'était quand même la fille du manager de Don Arden. D'accord. C'était quand même la fille du manager de Black Sabbath. Ouais. Qui les a escroqués, qui a escroqué aussi beaucoup d'autres groupes. Bon, bref. Comme quoi, dans les années 70, les groupes n'ont pas tiré les leçons de Chuck Berry et des années 60. Tout le monde se fait escroquer. Et donc, grâce à l'aide de sa femme, Sharon, qui devient Sharon Osbourne, il lance la carrière d'Ozzy Osbourne avec un premier album. Donc un album solo. Qui cartonne aux États-Unis, mais comme pas possible, quoi. Mais on est plutôt sur des bases un peu comme tout ce que produisent ces baby boomers dans les années 80, c'est-à-dire un truc un peu FM ou c'est quand même ça reste hard rock. Non, il y a de l'écriture, il y a des chansons. Il se fait aider par pas mal de monde. Ouais, j'espère bien. Et c'est un succès énorme, quoi. Et là, ça lance la carrière d'Ozzy, quoi. Mais Ozzy existera vraiment en termes discographiques, en solo, quoi. Ah oui. Contrairement à d'autres qui n'ont pas réussi. Il vend des camions entiers d'albums. C'est la folie furieuse, quoi. Et donc du coup, Black Sabbath continue d'exister dans l'ombre finalement de la carrière solo d'Ozzy Osbourne. C'est un peu sa revanche personnelle quelque part. Pas forcément, parce que les deux vendent énormément. Ah bon, Sabbath continue 80, ils vendent énormément. Parce qu'après, il y a les années Martin et un bref retour de duo à la fin des années 80. Donc quand même entre temps. Ouais, donc avec Dio, ils sortent 2 albums et un live. Donc là, il y a encore des histoires. Ils sont pas d'accord pour le mixage du live. Des
histoire très très drôle. Coupez-moi toutes ces guitares. Il y a quand même le batteur Bill Ward qui ne supporte pas le départ qui n'a jamais supporté le départ de. Et qui supporte plus grand-chose depuis. Qui est complètement tombé dans l'alcool et qui, au milieu de la tournée 80, s'en va. Prend le bus et il s'en va. Un soir, quoi. Personne ne sait. Après un concert, quoi. Un matin. À l'image d'un Noël Gallagher furieux. Exactement. Ouais, c'est drôle. Et du coup, il le remplace direct. Il le remplace justement par le batteur de Rick Derringer, le frère de Carmine Appice. Pice. Vinny Appice. Voilà, très très grand batteur. Donc du coup, il déboule dans la tournée, il répète 3 heures et il commence les premiers shows à Hawaï en 80. D'accord, donc du coup la tournée s'interrompt pas malgré la démission d'un de ses membres. C'est fou. Personne ne savait où il était, c'est assez drôle. Donc du coup, en fait, après il y a un retour donc en 93 et ils refont des albums, j'imagine, un peu plus anecdotiques. Alors, je vais juste finir avec... En fait, on va pas faire toute l'histoire, on n'aura pas le temps. Mais quand même, en 82, donc Ronnie James Dio part fonder son groupe Dio. Oui. Avec le batteur Vinny Appice. Ouais. Donc là, retour de Bill Ward. Ah putain, c'est un casse-tête chinois. Qui a fait une cure pour arrêter le whisky. Et le LSD. C'est le mec qui insiste. Et du coup, ils appellent qui? Ils appellent Ian Gillan de Deep Purple. Ouais. Et donc ils font un album, Born Again, et ils font une tournée. Ça se succès et tout, c'est très très bien. Et donc, et pour finir, Ian Gillan était en négociation pour la reformation de Deep Purple en 84, et sans le dire à Black Sabbath, il a quitté Black Sabbath comme ça du jour au lendemain. Ils l'ont appris en sachant que Deep Purple allait se refonder. Le Mac 2 de Deep Purple, le Mac le plus célèbre. D'accord. Donc les autres se sont encore retrouvés sans chanteur. C'est incroyable, c'est cette espèce de truanderie permanente entre les membres du groupe. Là, on n'est vraiment pas dans l'amitié, dans un truc sincère, comme on peut en vanter les mérites dans des beaux groupes. Ça se passe. Il y a toujours des histoires entre Lesquelles Non, oui, j'allais pas en citer un parce qu'il y a toujours des histoires dégueulasses. Mais c'est comme quoi, c'est hyper intéressant parce que Non, mais c'est typiquement ce qui est charmant dans les groupes, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde se finit par se détester parce que supporte plus les défauts des autres qui connaissent par cœur, etc. Et du coup, quitte à se faire des crasses et aller faire des albums, des coucheries en douce qui débouchent sur des albums, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de coucher dans le secret, là, on fait tout ça sur bande et ça donne un peu cette pléiade d'albums. J'ai pas envie de dire moyen parce que apparemment toi tu trouves tout intéressant. Ah non, il y a aucun album moyen, quoi. Alors pour un peu de la première période avec Ozzy Osbourne, il n'y a aucun album moyen. Voilà. Et là on va s'arrêter à 83. Ouais. Et c'est des très très bons. J'aimerais juste pour conclure tout ça, parce que Sabbath a annoncé qu'ils avaient fait leur dernière tournée dans un line-up quasiment original, sauf Bill Ward qui est apparemment scotché chez lui, qui est devant la roue de la fortune et qui n'arrive plus à faire un pas. Mais sinon, Black Sabbath a retourné là, ces 3-4 dernières années et a donc annoncé clairement que c'était terminé, là, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. Oui. Toi, tu as eu l'occasion de les voir, du coup, et est-ce que ça valait le coup là, de revoir ça, au-delà du fait ce qui est déjà hyper important, de faire revivre les War Pigs ou les Paranoid? Oui, moi je les ai vus à Bercy en 2013. Voilà, donc ça fait déjà plus longtemps que ce que je pensais. Voilà, j'ai pas vu la dernière tournée. Mais c'était très important. Il y avait vraiment des bons échos. C'était très très bonne performance. Tony Iommi, quelqu'un qui est pour des gens qui sont complètement autodidactes, maîtriser leur instrument, en plus avec des doigts en main. Tony Iommi est un grand guitariste. Geezer Butler, pardonnez-moi, est un excellent bassiste. Qui est toujours là aussi. Référence au niveau de la basse rock. Alors écoutons les parties de basse. Bill Ward a inventé énormément de choses. Bon, il n'est plus dans le groupe. Oui, il n'est plus dans le groupe. Alors maintenant, il y a le batteur de Ozzy Osbourne. Personnellement, je le déteste. Julien Francomano est batteur. Je n'en parlerai pas. D'accord, mais c'est bien. Ozzy Osbourne chante encore très très bien. Par moment, il a des lacunes, mais bon, voilà. C'est encore très très beau à voir. Ouais. Et c'est un concert que tu as beaucoup apprécié. Que j'ai réellement apprécié, quoi. Ouais. Et du coup, moi qui n'étais vraiment pas fan du morceau Paranoid, pour la petite histoire, j'ai jamais été fan de ce morceau, j'ai jamais compris ce morceau. J'ai compris ce morceau. C'est peut-être le seul que je comprends, moi. C'est le 2 décembre 2013, si ma mémoire est bonne. J'ai compris ce morceau en les voyant en vrai. Et c'était à la fin, on rappelle, j'imagine Oui,
il me semble. Ouais, ça m'étonne, c'est bien le genre. J'ai compris ce morceau quand tout un Bercy le chante. Ouais, c'est ça. Et j'ai compris, j'ai dit putain, mais c'est complètement ça, ce morceau a une grande valeur. Et bah, c'est un grand morceau. Surtout, c'est un peu une photographie. Et c'est un morceau qui est complètement injouable. Hein. Ah ouais. Essayez de jouer dans votre garage avec vos potes paranoïdes. Ouais, pourquoi? C'est injouable. Pour se rapprocher j'aurais jamais de l'esprit. Cette mauvaise idée, mais. Pour se rapprocher de l'esprit, de la vibe de ce morceau qui est assez basique. Ouais. C'est infaisable. Et surtout pour le chanter, c'est infaisable. Parce que Ozzy Osbourne reste un des plus grands chanteurs encore vivants sur cette planète. Eh ben, écoute, je pense que là-dessus, on peut refermer cet épisode Sabbat. Encore un grand plaisir à t'avoir reçu pour un épisode fleuve, 40 minutes sur le sabbat de Birmingham. On vous embrasse fort et on vous dit à très bientôt. J'espère que tu reviendras, Julien. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Toujours un grand plaisir de venir voir mon camarade et ami Antoine Mérigeau. Antoine Mérigeau, et on va vous faire une petite playlist qui sera ajoutée en bas de votre vidéo favorite et voilà, donc sur le podcast. Un peu comme sur le principe du podcast Zappa. Cette espèce d'idée d'attirer les gens qui ont peur de Black Sabbath ou qui détestent. C'était censé faire peur à la base. Voilà. Donc... Oui, mais par le côté qui dit ah non, moi j'aime pas le hard rock, j'aime pas le metal, quoi que ce soit. Il faut creuser, laisser la chance toujours au groupe. Ouais. Ne vous basez pas que sur un album ou que sur ce qu'on vous a dit. Ouais, ou puis surtout, sur ce qu'on a vu. Creusez, il y a toujours 2-3 trucs à prendre par-ci par-là. Puis faites-vous votre propre idée au lieu de... réécoutez, et vous verrez qu'il y a plein de choses du coup, je vais prendre pour argent comptant ce que tu as dit et je vais moi-même tout de suite aller me mettre un petit Black Sabbath. Je vous embrasse bien fort. À bientôt tout le monde et les petits loups. Ciao.